Bonjour à tous et à toutes. Je suis Violaine Claire. Je vais, modérer ce séminaire, webinaire du GAFI, sur le contrôle par les risques. J'ai le plaisir de modérer, et d'animer ce séminaire en ma qualité, de coprésidente, du groupe de travail du GAFI qui est en charge des évaluations et de la conformité. Alors, comme, un certain nombre des participants, le savent certainement, le GAFI évalue l'efficacité, du contrôle en matière de lutte, contre le blanchiment en application de ce que l'on appelle le résultat immédiat 3 de la méthodologie du GAFI. Et ensuite, on a la première des recommandations du GAFI, donc le standard 1er du GAFI et sa note interprétative qui impose à l'ensemble des juridictions d'identifier, d'évaluer, de comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et une fois que cette compréhension est acquise, c'est d'appliquer une approche fondée sur les risques pour prendre des mesures d'atténuation de ces risques qui soient adéquates. Et cette obligation, elle s'applique aux superviseurs, elle va aussi s'appliquer au secteur financier. Donc l'objet de ce séminaire, ça va être d'avoir une discussion avec les experts qui ont bien voulu répondre présents aujourd'hui pour contribuer à ce séminaire. C'est d'avoir une discussion devant vous et aussi des interactions avec vous sur cette approche fondée sur les risques. On va commencer avec Philippe Berthaud qui vous présentera les lignes directrices qui sont nouvellement parues, donc ligne directrice du GAFI, bien évidemment. Donc, Philippe Berthaud est directeur de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au sein de l'autorité de contrôle prudentielle française. Nous aurons aussi également la présence d'un grand expert de ces sujets qui est Benoît Bienfait, qui est chef de la politique lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme et de l'équipe de supervision hors site à la Banque nationale de Belgique. J'ai le plaisir de côtoyer depuis de nombreuses années. Nous aurons aussi Nathalie Martineau, directrice régionale du bureau de Toronto et des entités déclarantes majeures, qui, elle, appartient au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, c'est-à-dire la cellule de renseignement financier. Et enfin, nous aurons un représentant du secteur privé en la personne de Bertrand Salouine, qui est directeur de la sécurité financière pour le groupe Société Générale. Une petite question pratique. Tous les participants à ce webinaire auront la possibilité de partager leurs questions dans le fil de discussion sur Zoom, ainsi que de voter pour les questions. Donc, je vous remercie pour votre participation qu'on attend très active. Alors, en introduction de ce séminaire, je voulais dire quelques mots en ma qualité de coprésidente du groupe d'évaluation de conformité du GAFI, en vraiment quelques minutes pour laisser la place aux panélistes et le temps aux panélistes de discuter concernant l'application d'une approche fondée sur les risques par les membres du GAFI. Au cours des dernières années, j'ai présidé 31 discussions d'évaluation mutuelle. Et d'un point de vue général, ce qu'il en ressort, c'est qu'on n'est pas encore au niveau en termes d'approche fondée sur les risques. Et cela, ça a forcément une répercussion sur nos attentes vis-à-vis des superviseurs. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que de nombreux superviseurs font l'objet de critiques dans les évaluations pour ne pas avoir une bonne compréhension de leur risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Ça, c'est un premier point qui est à la base, une absence de compréhension satisfaisante. Deuxième constat que l'on a pu faire dans d'autres cas, c'est qu'il y a une bonne compréhension, mais pas le contrôle par les risques associés qui est mis en place. Donc, ça, c'est un deuxième schéma dans lequel on peut être. On peut être aussi dans un troisième schéma où on a une approche fondée sur les risques qui existent, mais qui présente encore des lacunes. Pourquoi? Par exemple, parce que le superviseur n'est pas doté des moyens suffisants pour conduire l'intensité des contrôles qu'il devrait conduire en fait pour des secteurs les plus exposés aux risques. Alors, il n'y a pas de solution universelle concernant le degré de contrôle nécessaire par définition, puisqu'on est dans le domaine d'une approche fondée sur les risques. Mais ce que l'on constate, ce qui ressort des évaluations mutuelles, c'est que souvent, on a des déficiences sur la fréquence, l'étendue, l'intensité du contrôle qui sont jugées inadéquates au regard des risques spécifiques identifiés dans le pays membre qui est évalué.
En ce qui concerne le secteur des entreprises, on a un certain nombre d'améliorations, de sources de progrès dans le secteur financier et on a clairement encore beaucoup de travail devant nous en ce qui concerne les professions non financières désignées en général, parce que les contrôles sont encore très limités, voire inexistants dans certains pays. Alors, je vous ai fait part des points d'attention du GAFI et des éléments plus négatifs. Il existe évidemment et heureusement des éléments extrêmement positifs. Tout d'abord, la supervision du secteur financier, comme j'ai commencé à vous le dire, en particulier celle du secteur bancaire, est généralement bien développée et a un degré de maturité qui est plutôt positif. Et dans ce cadre, on a pu constater l'utilisation de plus en plus de méthodologies sophistiquées qui permettent de suivre l'évolution des différents types de risques de lutte contre le blanchiment et qui vont du coup utiliser des données de marché, de transactions pour produire des évaluations de risques qui sont dynamiques, c'est-à-dire en perpétuelle évolution et qui permettent du coup un contrôle adapté et une maîtrise des risques plus grande. On a aussi pu constater l'usage d'outils innovants et efficaces qui permettent justement d'être réactifs lorsque l'on identifie des problèmes. Ce que l'on a constaté aussi, c'est qu'il pouvait y avoir aussi des initiatives en termes de coopération régionale entre les pays pour partager de manière proactive leurs connaissances, convenir d'approches communes pour superviser les institutions financières actives au niveau de la région qui les concerne. Voilà, donc c'est un certain nombre d'éléments négatifs, d'autres positifs qui prouvent que nous avons encore de beaux défis devant nous à relever. Et le GAFI s'emploie à accompagner les superviseurs, le secteur financier dans le cadre de la mise en place de cette approche fondée sur les risques. Et nous en avons un exemple avec les lignes directrices qui ont été adoptées par le GAFI. Alors, je vais justement passer la parole à Philippe Berthaud, qui a co-dirigé la rédaction des lignes directrices sur le contrôle fondé sur les risques. Donc, Philippe, est-ce que tu peux nous présenter ce document et nous expliquer pourquoi cette approche est si importante? Merci à toi. Merci Violaine, bonjour à tous. Alors, Violaine, tu l'as rappelé, la prise en compte des risques irrigue l'ensemble des exigences du GAFI, en particulier le cas du résultat immédiat 1 sur la compréhension des risques et puis le résultat immédiat 3 sur la supervision des secteurs financiers et non financiers qui sont au cœur de l'évaluation de l'efficacité du dispositif d'un pays. Pourtant, on le sait aussi, la mise en place d'un programme de contrôle fondé sur les risques n'est pas chose aisée. Les résultats des évaluations mutuelles sont là pour le prouver. Rares sont les juridictions à avoir obtenu, au titre du résultat immédiat 3, une note supérieure à modérée, c'est-à-dire 3 sur 4, 1 étant la meilleure note. Alors, le GAFI a publié au fil des années de nombreuses recommandations pour aider les juridictions à appliquer une approche par les risques. J'en ai compté une douzaine, couvrant des domaines aussi divers que les professions juridiques, l'assurance vie, la transmission de fonds, le secteur bancaire, évidemment, les casinos, les professions du chiffre, etc. Mais il n'y avait pas, en revanche, de document abordant de manière holistique l'approche par les risques et couvrant d'un seul tenant l'ensemble du champ du résultat immédiat 3. Et c'est l'ambition des lignes directrices qui ont été publiées en anglais en mars 2021 et que le secrétariat du GAFI a opportunément traduit en français. Et ces lignes directrices ont été élaborées par une équipe composée à la fois de superviseurs financiers et de superviseurs non financiers, en vue précisément de fournir aux autorités cette vision holistique que j'évoquais à l'instant. Alors, avant de dire en quelques mots ce que comprennent ces lignes directrices, il est important de dire ce qu'elles ne sont pas. Elles ne viennent pas ajouter aux normes internationales établies par le GAFI, elles ne s'ajoutent pas non plus aux critères d'évaluation compris dans la méthodologie du GAFI. En un mot, elles ne sont pas contraignantes. Mais leur ambition est de guider les autorités de contrôle sur le chemin, il est vrai, souvent difficile, exigeant, de la supervision par les risques. Alors pour cela, le document a été organisé en 3 parties. Dans une première partie, les lignes directrices posent les bases d'une approche par les risques.
et, je dirais, illustre les caractéristiques d'un dispositif efficace de contrôle fondé par les risques. Et que je pourrais résumer peut-être en une phrase en disant que c'est la capacité à identifier les domaines, les entités qui requièrent le plus d'attention et à agir efficacement sur ces domaines et ces entités, tout en assurant une couverture qui peut être parfois minimale, qui doit même être parfois minimale, de l'ensemble de la population, y compris les entités à risque plus faible. La deuxième partie du document euh, recense en quelque sorte les difficultés auxquelles les autorités sont fréquemment confrontées dans la mise en œuvre de l'approche par les risques, puis propose des solutions, des stratégies pour traiter ces difficultés. Enfin, la troisième partie propose de courtes études de cas, des exemples de bonnes pratiques qui ont été proposées par les pays membres du GAFI. Et je suis certain que nous allons revenir sur tous ces points dans notre discussion. Philippe, je te remercie. Alors, je vous propose qu'on poursuive cette discussion avec quelques questions pour nos panélistes. Alors, la première question qu'on peut se poser et qu'on a envie de poser aux panélistes, c'est quelle est la valeur ajoutée d'un contrôle fondé sur les risques pour les superviseurs et pour les cellules de renseignement financier? C'est vraiment la première question qu'on peut avoir à l'esprit. Donc, je vais demander à Benoît s'il veut bien nous donner son point de vue sur cet aspect. Benoît, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Oui, de la valeur ajoutée de l'approche fondée sur les risques au niveau de la supervision. Euh, sa première valeur ajoutée, c'est de pouvoir être plus efficace dans le contrôle et finalement plus efficace dans la lutte contre le blanchiment. Pour rappel, le point de départ, c'est que les institutions financières elles-mêmes doivent mettre en œuvre des mesures pour réduire le blanchiment de capitaux, l'impact du blanchiment de capitaux. Elles-mêmes sont tenues à appliquer une approche fondée sur les risques. Le superviseur a pour mission de s'assurer de l'efficacité de ces mesures mises en œuvre par les institutions financières. Et dans l'un et l'autre cas, la risk-based approach, l'approche fondée sur les risques, permet ou vise à concentrer prioritairement les actions sur les poches de risque plus élevées. Et donc, de cette manière-là, on parvient à optimiser les ressources qui sont disponibles, notamment les ressources humaines qui sont nécessairement limitées, et on a réellement la satisfaction de réagir sur un phénomène négatif. Un autre aspect que je voudrais mettre en lumière, c'est que pour pouvoir appliquer une approche fondée sur les risques, il faut absolument que le superviseur ait une connaissance suffisamment fine de modèles d'entreprise et des activités des entreprises que ce superviseur contrôle. C'est de cette manière-là qu'il peut apprécier de la manière la plus précise quels sont les véritables risques auxquels ces entreprises sont exposées et quelle est la qualité des mesures de limitation des risques qui sont mis en œuvre. En se branchant sur la réalité des activités des entreprises, plus on contrôle, mieux on comprend. Et mieux on comprend, mieux on contrôle. C'est réellement un sens vertueux du contrôle, cette approche fondée sur les risques. Et aussi au niveau de la motivation du personnel des équipes de contrôle. Lorsqu'on a l'impression, comme contrôleur, d'être en prise avec la réalité des entreprises, eh bien, on a une satisfaction qui est bien plus grande que lorsqu'on doit regarder des checklists et cocher des cases. On a réellement une satisfaction intellectuelle qui pousse à plus de qualité. Et donc, en réalité, finalement, à un meilleur contrôle. Et donc, sous ces deux aspects, aussi bien théoriques que de manière très concrète dans la vie d'une équipe de contrôle, cette approche fondée sur les risques est positive et pousse vers l'avant. Benoît, Voilà. merci beaucoup. Donc, je retiens compréhension,
c'est la clé. Compréhension du modèle d'activité, qui permet de concentrer les ressources là où les risques sont. Et j'aime la phrase plus on contrôle, mieux on comprend, et mieux on comprend, mieux on contrôle, qui nous conduit vers la conclusion que du coup, on a des contrôles ciblés et qui sont source de plus grande efficience. Je vais m'adresser à Nathalie pour savoir, Nathalie, du point de vue de la cellule de renseignement financier, comment de votre côté vous voyez la valeur ajoutée de cette approche fondée sur les risques? Oui, merci Violaine. Je partage bien la perspective de Benoît. En fait, une supervision fondée sur les risques à la base permet à une autorité de contrôle à s'appuyer sur sa connaissance des risques, d'allouer ses ressources et de choisir une approche et des outils adaptés au niveau de risque et de façon à assurer que les actions contribuent plus fortement à l'identification et l'atténuation des risques de blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Cette approche, en fait, encourage les superviseurs d'avoir une vision plus précise de l'objectif et la finalité du contrôle du secteur et des différentes entités réglementées et trace donc une ligne plus claire entre les efforts des superviseurs et les résultats de LBI-CFT. Cette approche introduit aussi une certaine flexibilité dans l'élaboration et la mise en œuvre des différentes stratégies de supervision qui met l'accent sur les risques de BCFT les plus élevés, tout en s'assurant que des stratégies appropriées fondées sur les risques sont en place pour traiter les risques moins élevés. L'approche est généralement moins intrusive qu'un régime classique de contrôle, par exemple, avec des différents types d'interventions plus ciblées et pertinentes. Et les superviseurs peuvent diversifier les outils et les approches qu'ils utilisent pour prioriser leurs ressources et leurs efforts tout en ayant un impact positif plus important sur les secteurs réglementés. Cette approche permet aussi, dans notre expérience, une surveillance sur l'évolution de l'environnement du risque. Avec une surveillance de risque efficace, les superviseurs sont plus prêts à réagir aux risques émergents identifiés en temps utile et de manière agile, en modifiant leur stratégie et leur plan de contrôle pour traiter ces risques. Et finalement, comme Benoît l'a mentionné, j'ajouterais que cette approche facilite le développement d'une certaine expertise, des connaissances approfondies des modèles d'affaires et des profils de risque, des entités réglementées qui soutiennent le développement de stratégies de contrôle efficaces et dotent les superviseurs d'une certaine autonomie, d'une capacité de jugement et des outils nécessaires. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je retiens dans la continuité de ce qu'a dit Benoît qu'en fait, on a une vision plus précise. Ça permet de se concentrer, et c'est le but, sur là où sont les risques. Mais du coup, ça permet aussi de développer une expertise plus forte et d'être en mesure d'être plus réactif, plus agile quand on se doit de prendre des mesures pour endiguer ou maîtriser un risque qui se réalise. Merci beaucoup à vous deux. On va peut-être poursuivre. Donc, on a eu cette question générale, quelle est la valeur ajoutée de la supervision par les risques? On va continuer à discuter un petit peu de cette approche en allant vers quels sont les défis et les facteurs de succès d'une approche fondée sur les risques. Alors, je vais repasser la parole à Nathalie sur ce premier point. Oui, merci. Je dirais que l'un des plus grands défis est que cette approche exige une bonne compréhension par les superviseurs de l'exposition des secteurs et des entités réglementées aux risques en matière de BCFT. Cette compréhension est nécessaire pour varier la nature, la fréquence, l'intensité et l'orientation de nos actions selon les risques des secteurs et des entités réglementées. Ceci nécessite surtout de mettre en place un système rigoureux et continu d'évaluation de risque qui doit être fondé sur l'analyse de l'ensemble des informations qualitatives et quantitatives pertinentes qui sont à la disposition des autorités de contrôle. Un facteur de succès consiste à identifier les sources d'informations et des données pertinentes pour cette analyse. Il peut s'agir d'informations des dossiers de surveillance déjà acquis ou des informations recueillies de rapports périodiques ou encore partagées par d'autres autorités compétentes, nationales ou étrangères. Et en fait, la ligne directrice offre plusieurs exemples. L'information quantitative peut être particulièrement pertinente. Par contre, c'est un défi
de pouvoir rassembler ces données, spécialement dans les secteurs non financiers, EPNFT, où les volumes de transactions déclarées ont tendance à être plus faibles, les entités extrêmement diversifiées, le nombre d'entités en général beaucoup plus élevé. C'est important aussi de rendre les analyses d'informations et des données et leurs résultats accessibles aux superviseurs, puisqu'ils doivent maintenir une connaissance et une sensibilisation continue des risques pour leur permettre de prendre des décisions fondées sur les risques, d'exercer un certain jugement et de définir leurs priorités de surveillance. Et finalement, un autre défi est que le passage d'une approche fondée sur la réglementation à une approche fondée sur les risques demande du temps. Cette transition implique un changement de culture au sein des autorités de contrôle, un changement d'approche s'éloignant d'une stricte conformité aux exigences et vers une évaluation des pratiques et systèmes de gestion des risques et une approche d'engagement ou un dialogue différent avec les secteurs et les entités réglementées. Et cette transition implique aussi un investissement dans le renforcement des capacités, la formation des superviseurs, le développement de nouvelles méthodologies et l'adoption de différents outils de contrôle et des nouvelles technologies. Merci. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur cette idée d'utilisation de nouveaux outils, de pratiques, parce qu'effectivement, le passage à une culture de contrôle par les risques, c'est un changement de culture, justement, qui nécessite du temps, une appropriation aussi pour les superviseurs, de la même façon que le secteur financier. Je pense que dans les défis, il y a arriver à collecter les bonnes données. Et c'est d'autant plus difficile quand on est face à des secteurs qui ont des business models hétérogènes ou dans les secteurs non financiers. Donc, il y a cette idée de collecter les données et ensuite une autre donnée importante dans ce que vous avez présenté, c'est aussi savoir rétrocéder l'information et notamment aux superviseurs. Donc, de ce pas, je passe la parole à Benoît pour son point de vue de superviseur. Eh bien, moi, en ce qui me concerne, je ne peux qu'être d'accord sur ce qui vient d'être dit sur la collecte d'informations. C'est évidemment tout à fait nécessaire, indispensable pour pouvoir faire une approche fondée sur les risques. Et par conséquent, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des outils. Donc, il ne suffit pas de dire on va collecter des informations, il faut aussi avoir un souci d'efficacité. Et donc, pour collecter, il faut avoir des outils de collecte et des outils de collecte qui soient multidirectionnels. Les institutions financières elles-mêmes peuvent fournir des informations. Les CRF peuvent fournir des informations. Il peut y avoir des informations qui viennent du superviseur prudentiel. Il peut y avoir des informations qui viennent du monde extérieur, vraiment extérieur. Pour rassembler ces informations de manière cohérente, il ne faut pas laisser ça au bonheur la chance. Il faut réellement avoir une manière structurée de collecter ces informations, ce qui suppose d'avoir des outils. Le deuxième élément, et ça je pense que c'est important aussi, c'est l'analyse des risques. Lorsque l'on a récolté les informations, ce sont des données brutes, ce sont des données de point de départ. Mais il faut parvenir à faire un jugement par rapport à ces informations et à pouvoir classer les institutions financières en fonction de leur niveau de risque. Et à ce niveau-là, il faut y réfléchir à deux fois, il faut que ce soit des systèmes qui soient pertinents également. Parce qu'il y a une donnée qui est essentielle ou une exigence qui est essentielle pour un superviseur, c'est l'égalité de traitement des institutions financières. Alors, dans une approche fondée sur les règles, c'est relativement facile d'avoir une égalité de traitement. On soumet chaque institution financière au même contrôle. Quand on est dans une approche fondée sur les risques, le superviseur doit être à même aussi d'expliquer qu'il y a égalité de traitement parce que deux institutions financières ayant les mêmes risques se retrouvent confrontées à un même type de contrôle. Donc, il y a un système d'analyse des informations et d'évaluation des informations pour arriver à des catégorisations de risques qui doivent être aussi justes que possible. Et ça, c'est
encore plus compliqué quand dans la population des institutions contrôlées, il y a des institutions qui relèvent de secteurs différents, ces secteurs pouvant avoir des risques différents. Mais ça n'empêche qu'au total, il faut que, par exemple, un établissement de crédit puisse avoir la certitude qu'il est traité du point de vue du contrôle AML de manière égale par rapport à un établissement de paiement, par exemple. Ça n'est pas facile, il faut réfléchir à la manière dont on analyse, à la manière dont on établit le profil de risque de chacune des institutions contrôlées. Le dernier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait de la constance, de la cohérence dans la manière dont on exerce, sur la base du profil de risque, les activités de contrôle. Et ça, c'est la politique de contrôle et la stratégie de contrôle qui permet de le faire. Et c'est aussi quelque chose qui doit être bien réfléchi, qui doit être justifié et qui doit viser effectivement à contrôler plus intensément, vraiment, de façon effective, les risques les plus élevés. Alors, quand j'ai dit tout ça, et ça c'est un point qui me tient à cœur, ce que je vais dire maintenant, quand on a dit tout ça, on n'a encore rien dit, parce que développer tous ces outils, développer toute cette connaissance, ça a un coût. Un coût qui, donc croire que par l'approche fondée sur les risques, on va réduire les coûts, ça c'est une erreur fondamentale à mes yeux. Par l'approche fondée sur les risques, on va utiliser les coûts de manière plus efficace, mais on ne va pas les réduire. Et par conséquent, il y a un élément qui est essentiel, et c'est vrai pour un superviseur, mais c'est vrai aussi pour une institution financière, c'est qu'il est absolument nécessaire d'avoir l'adhésion au plus haut niveau par rapport à cette approche fondée sur les risques et par rapport à ses conséquences, aux coûts que ça engendre, aux caractéristiques des personnes qu'on affecte à l'exercice du contrôle, par exemple, et aux qualités, aux connaissances et aux outils intellectuels de ces personnes. Et donc, l'adhésion au plus haut niveau est, à mon sens, un des éléments déterminants pour y parvenir. Merci. Violaine, si je peux, Merci beaucoup. Violaine, si je peux ajouter deux points rapides. Vas-y, Philippe. Pour rebondir sur ce que Nathalie et Benoît ont dit, le premier point, ça concerne le changement de culture. Et tout à fait d'accord. Et c'est dans un certain sens beaucoup plus rassurant d'appliquer une approche fondée sur les règles, comme l'a dit Benoît. On suit une checklist, on coche des cases, c'est confortable, c'est rassurant. Une approche par les risques, c'est d'une certaine façon plus risqué. Il faut accepter de peut-être passer à côté d'un incident limité dans des secteurs à risque plus faible pour se concentrer sur les zones les plus risquées. Donc, il y a vraiment la nécessité d'un saut, je dirais presque psychologique, et le document, les lignes directrices reflètent tout à fait cet élément-là, et je renvoie les personnes qui sont intéressées, notamment au paragraphe 61-62 du document qui donne un peu les clés sur la façon d'aborder le changement de culture. Et puis le deuxième point, rapidement, c'était sur la nécessité d'avoir des données quantitatives, qualitatives. Alors, on le sait, c'est souvent plus facile, plus développé sur le secteur financier, mais c'est tout à fait possible aussi de commencer à engager cette démarche-là sur le secteur non financier, sur les entreprises non financières désignées, sans doute pas avec le même niveau d'ambition, pas avec le même niveau de profondeur que sur le secteur financier, mais là aussi, le document, les lignes directrices donnent un certain nombre de bonnes pratiques pour aborder les secteurs non financiers et les entités moins risquées, avec juste un caveat. Je ne dis pas que le secteur non financier est forcément moins risqué, et je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de population moins risquée dans le secteur financier. Je ne fais pas d'équivalence entre secteur financier risqué et secteur non financier non risqué, mais il y a la nécessité de couvrir les secteurs risqués et les secteurs non risqués
avec des approches différentes, des profondeurs différentes, des intensités différentes. Et c'est ce qui permettra, comme l'a dit Benoît, d'allouer les ressources au bon endroit. Merci à vous trois. Je crois que vous mettez tous les trois en avant l'importance de ce changement de culture, hein, du saut que ça a nécessité pour tous et de l'adhésion aussi que ça doit nécessiter, requérir de tous dans cette démarche. Le deuxième point, c'est, on l'a dit, c'est la collecte de données. Quelles données collecter et avec quelle intensité? En fait, je collecte, j'analyse mes données, je contrôle les entités, avec aussi, comme l'a indiqué Benoît, la nécessité de parfois devoir justifier, être en mesure d'expliquer pourquoi j'ai cette intensité de contrôle en fonction du profil de risque et de identifier. Et donc l'expliquer au secteur privé qui est contrôlé. Et donc ça me fait une transition vers notre troisième question, qui est quelle est la vision et quel est le rôle du secteur privé concernant le contrôle fondé sur les risques. Donc je passe la parole à Bertrand Salouine pour pour qu'il puisse nous faire partager son point de vue en tant que représentant du secteur privé. Bertrand, c'est à vous. Merci beaucoup, Violaine. Naturellement, je m'exprime ici au nom de l'établissement que je représente, hein, mais je pense que l'opinion que je vais exprimer est largement partagée par l'ensemble de mes collègues et confrères du secteur privé. Nous sommes naturellement sensibles aux écueils que vous venez d'évoquer hein, dans l'échange précédent. Et effectivement, c'est très important pour nous, dans le secteur privé, que vous avez conscience de ces enjeux, de ce saut à faire et des écueils à éviter. Et d'une manière générale, côté secteur privé, nous voyons de manière positive cette évolution dans la mesure où nous pensons qu'elle ne peut que faciliter les échanges entre superviseurs et supervisés et permettre de continuer à progresser vers une forme de convergence sur des approches communes. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vous apprends rien, l'approche par les risques. C'est d'ores et déjà le fondement des dispositifs de lutte contre le blanchiment qui sont mis en œuvre par les établissements financiers. Évidemment, conformément aux attentes des régulateurs sur le plan normatif, c'est cette approche fondée sur les risques qui définit le niveau de vigilance, le niveau de diligence à mettre en œuvre en fonction du profil de risque de nos clients, en fonction du profil de risque de nos activités, mais au-delà du plan normatif, également en termes d'allocation de moyens, de ressources. C'est également cette approche par les risques qui guide l'allocation de ces ressources en fonction du profil de risque de nos activités, proportionnellement au sein d'un groupe Société Générale. Il y a plus de moyens alloués au suivi des risques de trade finance, de correspondance bancaire ou de banque privée, par exemple, par comparaison avec d'autres métiers exercés par la banque. De même en matière de géographie, les moyens qu'on alloue, que ce soit au siège ou dans les entités sur le terrain, en matière de conformité et de LCBFT, vont varier selon la proportion de non-résidents, par exemple, dans ces filiales ou ces entités à l'étranger, en fonction de la proximité avec des foyers de terrorisme, de proximité géographique, avec des foyers de terrorisme, par exemple, ou aussi en fonction de la capacité de ces entités, selon la réglementation locale, à pouvoir échanger de manière intégrale les informations dont ils disposent avec leur maison mère. Ce sont des éléments de risque intrinsèques. Évidemment, les critères à prendre en compte, et ça rejoint également ce qui est dit dans les lignes directrices, c'est évidemment l'évaluation des dispositifs et de la robustesse des dispositifs d'atténuation du risque qui sont mis en œuvre dans les établissements privés. Dans ce cadre-là, nous avons des exercices de risk assessment qui nous permettent également, ou qui doivent nous permettre de hiérarchiser nos risques et d'ajouter des critères supplémentaires à cette priorisation en termes d'attention des fonctions conformité de la direction générale et encore d'allocation de moyens et de ressources. Donc, au total, moi, ce que je dirais pour résumer, c'est que vu du secteur privé, nous nous retrouvons très largement dans les principes qui sont énoncés dans ces lignes directrices, et notamment dans ce principe sous-jacent de proportionnalité du contrôle en fonction des profils de risque des établissements, des activités
et des clients. Et nous pensons que la mise en œuvre de ces lignes directrices ne pourra qu'enrichir le dialogue entre superviseurs et supervisés et ne pourra donc qu'enrichir cette saine confrontation dans un sens positif entre les points de vue du régulateur et du superviseur et le point de vue du supervisé. Si je peux très rapidement ajouter un dernier commentaire, nous avons également été très intéressés sur les développements spécifiques dans ces lignes directrices en matière d'inclusion financière, et notamment par les encouragements qui sont faits à l'ensemble des superviseurs de veiller à ce que les établissements ne mettent pas en œuvre, je dirais, une approche excessive, littérale ou jusqu'au boutiste d'un certain nombre peut-être d'obligations réglementaires, je pense notamment aux exigences documentaires en matière de connaissances clients, afin de veiller à ne pas exclure du système financier régulé un certain nombre d'activités nouvelles, émergentes, par exemple, qui ne peuvent pas se reconnaître spontanément dans ces exigences, ou un certain nombre de géographies. Alors, je suis d'autant plus sensible à ce point que Société Générale est assez présente dans un certain nombre de pays émergents, et que nous pouvons rencontrer, par exemple, des difficultés à appliquer de manière stricte les exigences documentaires en matière de justificatif de domicile, dans des régions où il n'y a pas forcément de cadastre, en matière de justificatif d'identité, là où le renouvellement des pièces d'identité n'est pas forcément simple, même en matière de données financières, dans certains pays ou dans certaines régions où ces données financières ne sont pas forcément obligatoires ou ne nécessitent pas systématiquement une certification. Et donc, moi, je vois dans ces lignes directrices également un encouragement à poursuivre le dialogue avec nos superviseurs et à essayer de définir ensemble dans ces situations les meilleurs modus operandi, sachant que ce qui me semble important, c'est l'obligation de résultat avant l'obligation de moyens dans ce domaine. Et donc, voilà, ce message qui est passé aux superviseurs, en tous les cas, est quelque chose qui a suscité un grand intérêt et sur lequel nous allons poursuivre les échanges avec notamment la CPR en France. Merci beaucoup. Donc, je retiens une certaine convergence de vision dans l'approche et les fondamentaux justement de la mise en place d'un dispositif de contrôle sur les risques. Je crois bien noter aussi votre point sur l'inclusion financière qui nécessite de continuer à travailler avec le superviseur dans le cadre de cette approche fondée sur les risques. Donc, je repasse la parole à Philippe pour qu'il puisse nous faire part de son point de vue en tant que superviseur. Oui, je partage tout à fait le terme convergence, ou je dirais symétrie entre ce qui est attendu du secteur privé et ce qui est attendu des autorités de supervision en matière d'approche par les risques. Je ferai peut-être deux points additionnels, mais qui rejoignent tout à fait ce que Bertrand vient d'évoquer. En particulier, les lignes directrices reviennent plein d'endroits sur la nécessité d'avoir un dialogue nourri, approfondi entre les autorités de supervision et les entités contrôlées. Je pense que c'est essentiel, y compris pour la compréhension des risques par les autorités de supervision. Après tout, les entités qui font face aux clients, qui ont à gérer en direct les risques, ce sont bien les entités assujetties. Donc, de ce point de vue, le dialogue avec les entités assujetties et le secteur privé est essentiel. Et je dirais que le deuxième point, Bertrand l'a très bien évoqué, c'est tout ce qui tourne autour de l'inclusion financière, du de-risking. C'est effectivement un point qui nous a semblé important de traiter dans le cadre de ces lignes directrices sur l'approche par les risques. D'une certaine façon, le de-risking, c'est un peu la négation de l'approche par les risques. Le de-risking, c'est plus le refus de gérer le risque qu'une approche par les risques. C'est encore une fois une négation. Et donc, c'est un point qu'on a traité de façon particulière dans les lignes directrices. Et je renvoie en particulier à deux encadrés qui me semblent très illustratifs de ce qui est attendu.
les encadrés, je crois, 3.2 et 3.3, si je ne fais pas erreur, qui illustrent et détaillent ce qui est attendu à la fois des entités du secteur privé et puis des autorités de supervision sur ces sujets d'inclusion financière. Philippe et Bertrand, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on retient la nécessité d'un dialogue approfondi entre le secteur privé et les autorités de supervision et les CRF dans le cadre de l'approche fondée sur les risques. Et une fois encore, Philippe a aussi rappelé, comme Bertrand, plus que refuser le risque, l'idée c'est d'arriver à gérer le risque et de voir comment on le gère. Et le dialogue entre les échanges entre le superviseur et le secteur financier aide aussi à comprendre ce qui est attendu et ce qui peut être mis en place. Alors, je vais passer à la question suivante. On avait évoqué dans mes propos introductifs, j'ai évoqué l'existence d'outils aussi innovants dans le cadre de cette approche fondée sur les risques. Alors, on a évoqué, on vous a entendu aussi parler d'échanges d'informations qui sont importants. Donc, l'idée maintenant, c'est de vous faire parler un petit peu sur comment ces échanges d'informations entre les cellules de renseignement financier, les superviseurs et le secteur privé peuvent favoriser cette approche fondée sur les risques. Donc, je vais repasser la parole à Nathalie pour commencer. Oui, merci. Dans notre cas, CANAF, comme nous sommes la cellule de renseignement financier et aussi l'autorité de contrôle primaire du BCFT pour tous les secteurs réglementés au Canada, ceci nous donne un accès à une grande base de données des déclarations de transactions financières reçues des entités réglementées. Pour revenir au point sur les défis d'analyse de risque, les données recueillies dans ces déclarations sont une source importante d'informations qui informent nos analyses et notre modélisation de risque entre et au sein des secteurs. Par exemple, l'accès aux déclarations d'opérations suspectes nous permet d'obtenir une vue sur les volumes de déclarations, la qualité d'information des données, les tendances vis-à-vis la déclaration des menaces au sein des secteurs et des entités. Alors, ceci nous permet de mieux comprendre l'efficacité des modèles de risque et la surveillance des transactions des entités et plus largement la qualité des contrôles de gestion des risques. Maintenant, j'ajouterais aussi maintenir les relations étroites et un échange d'informations efficace avec autres autorités de contrôle domestique, par exemple les autorités en charge du contrôle prudentiel, est aussi important pour permettre l'échange de renseignements pertinents pour alimenter les profils des risques de secteurs ou des entités, mais aussi pour partager les meilleures pratiques dans les activités de supervision respectives et les innovations en technologie. Du même, renforcer les relations avec les autorités de contrôle étrangères peut aider à favoriser un échange d'informations autour des meilleures pratiques. Au niveau des entités réglementées, un engagement et une surveillance continue des entités à risque élevé et en particulier des entreprises qui ont un modèle d'affaires complexe peut être utile aussi pour promouvoir un échange continu d'informations actualisé sur les profils de risque des entités et un dialogue ouvert et transparent sur les tendances et les risques émergents, ce qui aide à établir une compréhension commune du paysage des risques et des menaces. Et finalement, j'ajouterais que les activités d'engagement et de formation avec les entités réglementées peuvent aussi promouvoir une meilleure compréhension des réalités et des défis dans les secteurs réglementés, ce qui permet aux superviseurs d'être plus informés et ciblés dans leur travail. Les activités d'engagement sont également un moyen d'étendre la portée en tant que superviseur, en particulier dans les secteurs des EPNFD ou les nouveaux secteurs réglementés afin de les sensibiliser aux risques et aux exigences réglementaires et de pouvoir bâtir des relations avec les entités dans ces secteurs.
Merci beaucoup Nathalie. J'ai entendu l'usage d'outils et l'idée c'est encore une fois c'est de pouvoir être agile et de communiquer de façon fluide pour arriver à avoir une compréhension commune du paysage des risques et de comment est-ce qu'on peut faire pour traiter et maîtriser ces risques. Et vous avez aussi souligné un élément important qui est la communication et la formation du secteur privé, en particulier des secteurs qui ne sont pas soumis depuis aussi longtemps que les autres aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qui ont encore peut-être plus besoin pour certains qu'il y ait une approche aussi pédagogique sur cette approche par les risques afin de les conduire sur le chemin du contrôle par les risques. Je vais continuer avec Benoît sur ce sujet. Merci Violaine. Bon, Nathalie a déjà dit tellement de choses que c'est difficile de compléter. Ce que je voudrais dire, c'est mettre en lumière quand même la position particulière du superviseur par rapport aux institutions financières et par rapport au phénomène de blanchiment. Quelque part, le superviseur est nécessairement en deuxième ligne. Il est en deuxième ligne pour connaître le phénomène de blanchiment de capitaux, ses évolutions, quels sont les risques émergents en matière de blanchiment. Le superviseur n'a en principe pas une information tout à fait directe sur ces phénomènes-là. En revanche, les CRF, c'est leur spécialité de regarder l'évolution des phénomènes de blanchiment. Et donc, il y a une première utilité à l'échange d'informations avec les CRF, c'est que les CRF aident les superviseurs à bien comprendre comment évoluent les risques dans le marché, là où ils exercent le contrôle. De la même façon, par rapport aux activités des institutions financières. Ce sont les activités qui sont, enfin, ce sont les institutions financières elles-mêmes qui décident de l'évolution de leurs activités, tenant compte de leur contexte. Et il y a aussi un autre superviseur dont Nathalie a parlé, c'est le superviseur prudentiel, qui est totalement branché sur le développement des activités. Et donc, le superviseur AML doit aussi se trouver en contact, en connexion permanente avec le contrôleur prudentiel, et ce d'autant plus que la fonction de lutte contre le blanchiment a des liens évidents avec la fonction de conformité générale de l'institution financière, avec la fonction d'audit de la fonction de l'institution financière, avec la gouvernance générale de l'institution financière, tous des sujets qui relèvent également du prudentiel. Et donc, cet échange-là et ces échanges-là entre autorités sont tout à fait nécessaires. Et comme l'a dit Nathalie aussi, il faut qu'il y ait de la communication directe entre le superviseur AML et les institutions contrôlées, à la fois pour obtenir d'elles les informations qui sont pertinentes et à la fois en sens inverse pour bien communiquer quelles sont les attentes, quels sont les points sur lesquels une attention particulière doit être attachée pour être plus efficace. Et donc, ce dialogue peut être fait soit de façon individuelle au cas par cas pour chacune des institutions financières tenant compte de ses particularités, mais il est aussi extrêmement utile d'avoir un dialogue plus général au niveau du secteur pour tirer les grandes lignes pour l'avenir et essayer de faire évoluer le système dans un sens de plus d'efficacité. Et de ce point de vue-là, on peut refaire un lien avec ce que Bertrand a dit d'ailleurs. Je pense que c'est tout à fait dans cette ligne-là que le dialogue entre autorités de supervision et institutions supervisées peut être extrêmement productif et constructif. Et ça demande du temps, mais ça vaut la peine de le faire. Merci beaucoup, Benoît. Je retiens dans cette intervention un lien qui a été fait également par Nathalie, qui est le lien entre la lutte contre le blanchiment et les autres aspects en fait qui sont contrôlés en termes d'activité du secteur privé par les autorités prudentielles, parce que la lutte contre le blanchiment, c'est pas juste quelque chose à part, c'est
pleinement intégrés dans les dispositifs de conformité, dans la gouvernance, dans le contrôle interne des organismes, sinon effectivement ça ne fonctionne pas. Donc je crois que c'était un point très important que vous avez soulevé, et y compris ces allers-retours entre dialogue individuel qu'il faut avoir pour avoir un dialogue spécifique, adapté vraiment à la situation de l'organisme qui est en train d'être contrôlé, et à faire ces allers-retours vers des dialogues aussi plus larges sur une vision du secteur pour apporter cette vision au secteur privé du paysage en termes de risques, des actions qui peuvent être engagées. Philippe, est-ce que tu as quelques mots sur ce sujet aussi, cette dernière question? Je crois que beaucoup a déjà été dit. Je dirais peut-être un point, peut-être un pas de côté. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que l'approche par les risques a un coût, qu'il faut des données et qu'il faut des outils. Et c'est plus facile lorsqu'on a les moyens, les outils et les données. Mais je pense que il faut pouvoir se dire c'est un choix à faire et il faut avancer. Comme l'a dit Benoît aussi au début, il y a un cercle vertueux qu'il faut mettre en route et il faut parfois accepter de commencer modestement. Et je prendrai juste un exemple. Et ça ne demande pas de dispositif informatique ou technologique très poussé. Par exemple, dans les échanges avec les CRF, il y a plein de moyens pour développer ces échanges sans que ça passe nécessairement par des outils très développés ou une technologie avancée. Nous, par exemple, à la CPR, nous avons quelqu'un qui travaille à mi-temps dans ma direction et à mi-temps chez Tracfa, la CRF française. Ça facilite les échanges, ça facilite le, le, le partage d'informations. C'est très utile pour notre compréhension des risques, y compris des entités, prises une par une. Donc, vous voyez, l'approche par les risques, encore une fois, certes, c'est mieux quand il y a des outils, des données, des moyens, mais on peut commencer petitement, modestement, et c'est sur cette base-là qu'on arrivera à développer une approche progressivement. Je crois aussi le document le dit très clairement, c'est une approche progressive, itérative. Merci beaucoup à tous sur ces questions que nous avions préparées ensemble. Il y a des questions des personnes qui nous écoutent. Et il y a plusieurs questions qui tournent autour de l'approche fondée sur les risques pour ce qui concerne les entreprises et professions non financières désignées. Alors, soit quand il n'existe pas encore d'autorité de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Soit quand ces autorités de contrôle commencent leur travail, et comment est-ce que, du coup, le contrôle de ce secteur non financier fonctionne-t-il, et est-ce que l'approche par les risques peut fonctionner pour ce secteur-là? Qui peut avoir des éléments de réponse à apporter? Alors, je vois Philippe et Benoît après. Alors, je peux commencer. Je dirais, j'y faisais allusion tout à l'heure. Je pense qu'il peut être aussi intéressant de penser à secteur entité risquée contre secteur et entité non risquée que financier et non financier. Dans les deux cas, il faut couvrir les entités qui présentent un risque faible. On a essayé de développer dans ces lignes directrices quelques indications, quelques bonnes pratiques vis-à-vis des entités à risque plus faible. Je renvoie à la section 3.5 du document, vis-à-vis aussi des professions non financières. Ce qu'on dit très brièvement, c'est que, par exemple, en matière d'évaluation du risque, l'évaluation des risques à l'échelle du secteur ou d'un sous-secteur peut suffire sans qu'il soit nécessaire d'évaluer chacune des entités du secteur concerné. On a tous en tête des secteurs où il y a des milliers
d'entreprise. Et il est évident qu'on ne peut pas nécessairement évaluer chaque entité individuellement. Et un autre point important, c'est que l'idée qu'il faut adapter les outils et la démarche de contrôle au secteur avec des populations larges, des populations moins risquées. Ça veut dire pas nécessairement des inspections à périodicité fixe. Ça veut dire des contrôles plus espacés et aléatoires et des interventions réactives quand on a des signalements qui nous amènent à penser que la situation ou l'évaluation du risque change. Donc voilà, une approche pragmatique, proportionnée, mais avec deux éléments importants. Un, il faut avoir la capacité de s'assurer que le niveau du risque reste faible, et deux, la capacité d'avoir une forme de contrôle, qui, encore une fois, pas nécessairement du contrôle sur place systématiquement, mais une forme de contrôle adapté. Alors, avant de passer la parole à Benoît, et je crois que Philippe a abordé un point complémentaire qui est cette question d'allocation des ressources. Et il y a une question justement de l'assistance sur qu'est-ce que ça veut dire bonne allocation des ressources et comment est-ce qu'on décide de cette allocation des ressources en matière de supervision fondée sur les risques. Donc peut-être que Benoît, tu peux répondre à ces aspects-là. Donc secteur non financier, puis en même temps allocation de ressources. Merci. Merci Violaine. Alors d'abord, pour parler du secteur non financier, mon malheur, c'est d'être tombé dans le contrôle du secteur financier quand j'étais petit et que je n'ai jamais connu que ça. Donc c'est un peu difficile de parler du contrôle chez les autres. Mais je pense que Philippe a mentionné quelque chose qui est très vrai. Quand on construit une maison, il faut commencer par les fondations. Il faut commencer par le début. Il ne faut pas nécessairement vouloir trouver la construction finie en un jour. Je pense que la première chose qui est nécessaire, c'est de prendre conscience de ces risques. Secteur par secteur, parce que le secteur des avocats n'est probablement pas exposé, et même à l'intérieur du secteur des avocats, tous les avocats ne sont probablement pas exposés au même risque de blanchiment. Pour les comptables, pour les marchands de biens de grande valeur, etc., ce ne sont pas les mêmes risques. Et donc, la première chose, c'est essayer de bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle, par rapport à quoi est-ce qu'on veut agir. Je pense que c'est le point de départ. C'est une démarche probablement qui doit être faite à un certain niveau. Ce n'est pas au niveau individuel de chacun de ces professionnels. C'est à un niveau plus élevé, au niveau de la profession, voire au niveau des gouvernements, que cette prise de conscience doit avoir lieu. Et il faut vraiment faire l'architecture du système de contrôle en tenant compte et des risques et des particularités de chacune des professions. Et c'est réellement établir les plans au point de départ, je pense, quand on n'a pas une approche fondée sur les risques dans un secteur non financier. Je pense qu'il faut commencer par faire les plans de départ, savoir quels sont les objectifs et essayer de construire, compte tenu des particularités, et on ne peut pas transposer au secteur des avocats les règles qui sont bonnes pour le secteur financier. Et donc, il faut réellement, ou les mécaniques qui sont bonnes pour le secteur financier, je pense qu'il faut vraiment s'adapter à cet encadrement. Et excuse-moi, mais la deuxième question que tu m'as posée, si tu veux me la rappeler, parce qu'elle m'est sortie de la tête. C'était dans la continuité de ce qu'a dit Philippe, ce que commençait à dire Philippe, il y a une question sur l'allocation des ressources. Comment, dans une approche fondée sur les risques, on alloue les ressources, et tu l'avais évoqué aussi plus tôt. Alors, de façon synthétique, parce que le temps passe et qu'on va essayer d'aborder une dernière question. Merci beaucoup.
Mais c'est essentiellement de ce point de vue-là notre stratégie du contrôle qui nous permet de faire cette allocation. On a défini pour tel type de risque, il y a telle et telle mesure à prendre, hein, prendre contact avec les MLCO avec telle fréquence ou procéder à des inspections sur place, etc., etc. Et donc, on a non seulement une catégorisation des institutions financières dans plusieurs catégories de risques, mais on a aussi une stratégie qui dit pour chaque catégorie quel type d'actions doivent être prises. Et en plus, on les affine au cas par cas, bien sûr, pour tenir compte des spécificités. Mais cette stratégie, cette politique de contrôle est un élément qui est essentiel pour parvenir à cette allocation en principe optimale des allocations. Je pense que c'est ça la clé du mystère, c'est de savoir comment faire dans chaque cas de manière, et en mesurant les conséquences sur les ressources, qu'est-ce que ça implique, de manière à pouvoir travailler de façon optimale quant à l'allocation. Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question à chacun des panélistes. Si vous aviez un message, une phrase qui puisse refléter en fait ce que symbolise pour vous l'approche fondée sur les risques, le contrôle par les risques, quel serait-il? Alors, je commence par Bertrand. Très bien. Je vais naturellement prendre le point de vue du secteur privé et donc, je le répète, je vois ces directrices comme une excellente opportunité, je le redis, d'enrichir le dialogue entre superviseurs et supervisés, premier point. Sans doute, si je peux me permettre, qu'à l'inverse, ça implique aussi au sein de l'environnement du superviseur un dialogue, sans doute, enfin, et communication encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque cette approche par les risques signifie d'avoir une vue un peu holistique d'un établissement, d'un groupe bancaire, cet établissement, et donc je pense que la bonne communication entre les corps d'inspection, par exemple, et les corps de supervision permanente ou de contrôle permanent, de même que le dialogue entre le superviseur de la tête du groupe et le dialogue entre le superviseur du groupe et les superviseurs des entités rattachées est aussi, me semble-t-il, très important. Merci beaucoup. Nathalie? Je laisserai comme message clé la transition d'une surveillance fondée sur les règles à une surveillance fondée sur les risques. Sûrement prend du temps et peut-être difficile, exige un changement de culture en matière de surveillance, mais les superviseurs jouent un rôle important dans la prévention du blanchiment des capitaux et du financement des activités terroristes, et cette évolution amène des avantages importants pour cette lutte. Merci beaucoup. Je m'adresse à Benoît maintenant. Eh bien, en ce qui me concerne, je vais terminer par une boutade. On dit souvent que l'approche fondée sur les risques, ce n'est pas une approche fondée sur l'absence de faute. Zero fault approach, ça n'est pas ça, c'est vrai. Mais le danger de dire ça, c'est de prendre cette phrase trop au sérieux. Et donc, souvent, je compense en disant que la risk-based approach, ça n'est pas non plus une Club Med approach. Le Club Med, en son temps, il y a très longtemps, avait un slogan publicitaire qui était formulé comme suit: quand je veux, si je veux. Eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça non plus l'approche fondée sur les risques. Il y a un équilibre entre les deux à trouver, et fondamentalement, l'approche fondée sur les risques n'est pas une solution de facilité, c'est une solution qui suppose qu'on se remette sans arrêt en cause, qui nécessite une agilité, et c'est donc finalement extrêmement exigeant, mais ça vaut la peine parce qu'on atteint des résultats grâce à cette approche. Merci beaucoup. Philippe, le mot de la fin sur le message. Un peu comme Benoît, je voudrais que les auditeurs retiennent peut-être 2 points. C'est un processus exigeant et difficile, mais gratifiant intellectuellement en tant que superviseur, et pas simplement intellectuellement, aussi au vu des résultats que l'on obtient. C'est le premier point. Puis le deuxième point, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est important de le répéter,
il faut garder en tête que c'est un processus itératif qui se construit au fil de temps, au fil du temps. Merci beaucoup. Merci à vous 5. Merci pour cette discussion vivante et riche d'enseignements. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Donc, ce que l'on peut dire en 3 mots enfin 3 phrases sur ce que sur ces débats, si je devais à mon tour dire juste quelques mots, je dirais que cette approche fondée sur les risques, c'est une excellente opportunité pour poursuivre, approfondir le dialogue entre superviseurs, entre le secteur privé et les superviseurs. C'est une transition, un changement de culture qui prend du temps, qui est itératif, qui est exigeant, mais qui donne de bons résultats et qui nous permet d'être plus efficients collectivement et efficaces dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est notre but ultime. Donc, merci beaucoup à tous et j'en profite pour refaire un petit peu de publicité pour les lignes directrices du GAFI en vous indiquant que elles sont disponibles sur le site du GAFI et vous inviter à leur lecture. À très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.